Alors encore une fois, nous sommes en accord avec de nombreuses idées contenues dans votre livre, mais il y a une chose qui nous titille, quelque chose qui relèverait presque d'une divergence sur la philosophie générale de la Révolution. C'est-à-dire que tout votre livre est traversé par un souffle spontanéiste qui nous fait penser à ce qu'ont pu être un peu les conceptions kropotkiniennes, les conceptions du théoricien anarchiste Pierre Kropotkin, jadis, qui était que, en simplifiant, le capitalisme et l'État ne sont en somme que des aberrations, et il suffirait de les renverser pour que, de façon assez naturelle, un communisme harmonieux se mette en place. Vous n'évoquez jamais les catégories sociales rétives, les organisations hostiles, bref, tout ce qu'on peut appeler la contre-révolution. Or, l'expérience des révolutions du XXe siècle nous enseigne plutôt que dans ces événements, malheureusement, l'idéalisme des révolutionnaires est parfois mis à rude épreuve. Pour ceux qui ont lu les mémoires de Victor Serge ou celles de Samuel Schwarzbart sur la révolution russe, tout se passe pas toujours de la meilleure façon dans le camp des prolétaires. Et une période révolutionnaire est marquée par une grande confusion au sein de laquelle les organisations politiques, syndicales ou même religieuses héritées de l'ordre ancien continuent à exister, à agir, à tirer dans un sens ou dans un autre, et que, en fonction de qui l'emporte, la révolution peut prendre une direction ou une autre. Ce que l'expérience nous enseigne, c'est que la population, malheureusement, elle va pas forcément dans notre sens, et que dans bien des cas, nos idées égalitaristes, communistes et autogestionnaires, elles iront à contre-courant de ce que vous nommez, justement, d'ailleurs dans votre livre, le sens commun. C'est pourquoi, à notre sens, il est indispensable que l'extrême gauche de la Révolution soit organisée, que son projet soit diffusé, défendu, et qu'il apparaisse comme une alternative au projet des autres forces politiques. Dans votre livre, qui est très spontanéiste, comme je le disais, vous effleurez à peine cette question. Vous écrivez, je vous cite, « Expliquer aux dominés pourquoi ils le sont et comment en sortir, ce n'est pas notre affaire à nous. La révolution qui vient n'aura pas d'avant-garde, seulement des agents de liaison qui travaillent à éveiller et faire circuler les devenirs révolutionnaires. » Alors, une question, Éric Hazan, est-ce que dire ça, ce n'est pas prendre un petit peu l'adversité à la légère ? Le propos du livre n'est pas celui de la mise au point de l'insurrection. Au fond, pourquoi avons-nous lancé ce projet, Cameau et moi ? Nous l'avons lancé parce que nous pensons que la poussée proto-fasciste qu'on voit se dessiner, tout ça, c'est au fond de notre faute. C'est notre faute parce que nous sommes au fond des partisans de l'antifascisme, de l'anti-ceci, de l'anti-cela. Nous réagissons à l'adversaire. Ce livre se propose de renverser cette tendance et de proposer, en finir avec le pessimisme ambiant. On a voulu proposer ces pistes dans le sable du territoire inexploré qui est l'après-révolution, avec tout le côté un peu provocateur et hors du commun, hors du sens commun, que de telles propositions impliquent. Les faiblesses que vous soulignez, je suis d'accord avec. Il y a beaucoup de choses dans ce livre qui relèvent peut-être d'une vue idéale des choses. Mais c'est un peu voulu, c'est pas gênant. Il faut arriver à sortir du pessimisme ambiant qui nourrit les Soral, les Dieudonné et autres crapules. On a écrit dans ce livre que l'antifascisme est un leurre. Et je le crois. C'est l'avancée qui va balayer toute cette mer de brune. Oui, effectivement, le livre est d'un enthousiasme de ce point de vue qui fait du bien. Les critiques, y compris adressées aux organisations d'extrême gauche ou ce qu'il en reste, touchent probablement assez juste. Néanmoins, vous écrivez à peu près textuellement qu'il faut s'organiser sans créer de nouvelles organisations.
ce qui est quand même un paradoxe sur lequel je vais vous demander de revenir. Comment on fait sans organisation pour s'organiser, et face aux organisations des autres projets politiques qui nous sont adverses et adversaires aujourd'hui, mais y compris sans doute maintenus pour partie d'entre elles, en tout cas après la Révolution, comment on continue à se passer d'organisation, avec un clin d'œil sur ce que vous dites sur mai 68, page 32 en l'occurrence d'ailleurs, j'avais noté, vous expliquez l'échec de 68, pourquoi et comment la CGT et le PC reprennent en main la situation. C'est à cause des faiblesses théoriques de l'extrême gauche, et vous n'évoquez pas du tout la faiblesse de l'implantation ouvrière de l'extrême gauche en 68, qui, me semble-t-il, explique beaucoup mieux encore que les faiblesses et voire les délires politiques de certains groupes peut-être de l'époque. Voilà. Or, cette faiblesse et cette faiblesse d'implantation des idées révolutionnaires dans la classe ouvrière aujourd'hui, vous n'en parlez pas non plus, pas plus d'ailleurs que de la classe ouvrière en tant que telle. Alors, ça fait un peu deux questions, l'une sur comment on s'organise sans organisation, et l'autre sur la classe ouvrière, le sujet quand même qu'on a tous nommé à de multiples reprises, est totalement absente de ce livre. Vous allez nous dire pourquoi. Je ne crois pas que toute organisation politique doive aboutir à la brejnevisation, à la stalinisation d'abord, à la brejnevisation ensuite. Je connais pas très bien le modèle organisationnel qui est celui de l'alternative libertaire, je le connais pas très bien, mais nous voulons une organisation, c'est-à-dire une façon de travailler ensemble efficace, sans une organisation à type bureaucratique bien connue. Et alors la deuxième question, c'était la classe ouvrière. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces usines qui disparaissent, cette classe ouvrière qui numériquement diminue tous les ans, est-ce que être attaché à fond à la notion de classe ouvrière, est-ce que c'est pas être un peu passéiste? Non, je pose la question. Mais voilà, je pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas dire, bon allez, d'accord, mais aujourd'hui, quand on dit ouvrier, c'est immigré qu'on veut dire. Ce qui manque plus dans ce livre que la classe ouvrière, c'est la question des immigrés. La notion de classe ouvrière à laquelle nous sommes si attachés, est-ce que c'est pas parce qu'on est un peu vieux? Je pose la question, j'y réponds pas. Alors je serais moi en tout cas pas d'accord pour le dire comme ça. Bien entendu que dans une série d'entreprises aujourd'hui les salariés sont majoritairement issus de l'immigration, immigrés ou issus de l'immigration aux postes, en particulier aux postes les plus pénibles et les moins bien payés, ça c'est vrai. Mais tracer un trait d'égalité, c'est perdre le fil de la lutte des classes, je pense, parce qu'il existe aussi une bourgeoisie, une petite bourgeoisie, voire une grande bourgeoisie issue de l'immigration, y compris issus de l'immigration maghrébine, et que ceux-là sont des bourgeois bien qu'issus de l'immigration, quand un ouvrier blanc reste un ouvrier. Enfin voilà, donc je suis pas pour. Je suis d'accord avec ça. Oui. Oui, je voulais aussi poser une question sur ce qu'on appelle l'analyse de la période dans les organisations trotskistes ou marxistes en général. Et il me semble que dans le livre, vous balayez d'un revers de la main la question de l'analyse de la période politique dans laquelle on est, en la renvoyant à des débats un peu poussiéreux auxquels les marxistes peuvent parfois effectivement s'enfoncer et s'y noyer, au profit de cette joyeuseté de l'insurrection proclamée, presque arrivée. Ça fait maintenant 6 ans que la Fabrique nous a sorti un livre qui s'appelait L'insurrection qui vient. Bon, 6 ans à l'échelle de l'histoire, évidemment, c'est pas grand-chose, mais elle n'est toujours pas venue. Comment tu vois cette période politique dans laquelle on est et dans laquelle j'ai bien compris que tu penses que toutes les explosions sont possibles, mais y compris pour nous produire des monstres, comme tu le dis dès la première page de l'introduction. Je dirais que l'état des choses existants a extrêmement peu de chances de persister dans son être très longtemps. Vous et moi avons l'un et l'autre des kilomètres au compteur et on n'a jamais connu une situation comme aujourd'hui, de décrépitude de la politique. On a l'impression que les choses vont à volo, et pas seulement en France, dans le monde entier, y compris dans les pays
émergents dont on avait salué la réussite économique et où ça va de plus en plus mal. Donc on n'a pas conclu le livre de façon triomphaliste en disant bon, ça va pas durer et puis ça va être notre tour et ça va être nous qui allons l'emporter. C'est une possibilité, c'est celle que nous souhaitons, elle nous paraît très probable, mais on ne peut pas écarter deux autres éventualités. La première, c'est en effet que cette espèce de fascisme larvé finisse par nous submerger. C'est pas totalement impossible, j'y crois pas, mais bon. Et puis l'autre possibilité qui est évoquée dans la conclusion, c'est une espèce de perpétuation de l'état des choses sans qu'il y ait de rupture. L'évolution vers un système où il y aurait des centres presque fermés, de plus en plus performants, de plus en plus riches, de plus en plus communicants, entourés de déserts de plus en plus déshérités, de plus en plus malheureux. Une espèce de vision cybernétique où, avec les neurosciences, avec les avancées techniques dévoyées, on arrive à faire fonctionner un monde de ghettos de riches à l'échelle de la planète. Donc, on n'est pas triomphaliste. Il y a une vraie nécessité d'agir vite. Ouais, Walter Benjamin disait une chose, entre autres, parce que il en a dit des choses, écrit des choses formidables. Il a dit la catastrophe, c'est le maintien de l'existant.